Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à cet événement de NES 360 et l'UNICEF sur la boîte à outils de la mise en œuvre. Nous espérons que vous êtes en toute sécurité là où vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va partager des apprentissages collaboratifs pour faire avancer les soins pour les nouveau-nés malades et des petits pois. Et voilà, cela fait partie des éléments de base du système de santé de l'UNICEF et de la boîte à outils de mise en œuvre. Si vous voulez apprendre davantage sur la boîte à outils, vous pouvez suivre le lien qu'on vous a fourni et vous pouvez aussi vous inscrire pour le journal, notre petit journal sur la boîte à outils. Cette série interactive, si vous voulez la suivre en français, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation. C'est notre première édition qui a l'interprétation disponible. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, cliquez sur l'interprétation vers le français. Aujourd'hui, nous avons une série de panélistes experts qui vont nous présenter des de nouvelles informations sur les soins pour les nouveau-nés malades et de petits pois. Quels sont les soins nécessaires dont on a besoin? Donc, sans plus tarder, j'aimerais me présenter et aussi la prochaine intervenante. Je m'appelle Nahia Salim. Je suis maître de conférences senior à l'Université de Muhimbili de la Santé et des sciences connexes. Je travaille main dans la main avec l'Institut de la Santé à Dar es Salaam en Tanzanie. Et notre première intervenante est la docteure Louise Tina Day de l'école de l'hygiène et de la médecine tropicale de Londres qui va nous parler des soins attentifs après la sortie de l'hôpital des nouveau-nés. Et s'il vous plaît, je demande aux intervenants de se présenter avant de présenter et puis de présenter l'intervenant après vous. Cela va nous donner plus de temps pour les questions à la fin de la séance. Madame la docteure Louise Tinadé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Naya. Et bienvenue à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui à la place de Bennett Delmans et Sheila Manji du département de la santé maternelle des nouveau-nés, des enfants et des adolescents au sein de l'OMS et aussi Ornella, ma collègue. Et nous avons publié un briefing thématique en 2021 et nous avons le lien qu'on va vous mettre dans la boîte d'édition sur ce document. Mais voilà, notre thématique, c'était le continuum des soins attentifs ou enrichissants et le lien avec les soins après la sortie de l'hôpital. Et dans mon propre expérience, tous les parents posent la même question quand l'enfant est malade. Et donc, quand est-ce qu'il va être guéri? Quand est-ce qu'on peut rentrer avec notre enfant? Donc, il est très important que nous pensions à ce continuum en fournissant des soins à ces enfants menant à leur sortie de l'hôpital. Donc, je vais vous parler de deux choses. Tout d'abord, quels sont les soins attentifs pour les nouveau-nés? Et deuxièmement, comment est-ce que nous pouvons créer des environnements propices, enrichissants après la sortie de l'hôpital? Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est les soins attentifs ou enrichissants? Cela va sans dire. Vous le savez déjà que c'est quelque chose d'important. C'est une opportunité unique dans la vie qu'on peut prendre en charge les nouveau-nés pour améliorer non seulement leur chance de survie, mais aussi leur chance d'épanouissement. Et cela crée des avantages non seulement pour l'enfant, mais aussi pour la famille et pour la communauté. Donc, voilà, je reviens à ce continuum des soins attentifs avant, pendant et après euh, la- l'hospitalisation. Il y a 5 éléments des soins attentifs pour les nouveau-nés. Et nous relions chacun de ces éléments qui dépasse la période de la première enfance, bien sûr, mais nous voulons tout d'abord éviter et gérer les maladies en fournissant des soins de qualité basés sur les preuves. Nous allons promouvoir une nutrition adéquate
en valorisant l'allaitement exclusif et la sécurité des nouveau-nés. Cela veut dire promouvoir la chaleur, la bonne hygiène et aider les soignants, surtout les mères, d'être avec les enfants dans un environnement tranquille. Nous voulons aussi créer des opportunités pour l'apprentissage précoce en stimulant le cerveau de l'enfant gentiment avec la voix, la touche, et aussi répondre aux signes de l'enfant qui indiquent la faim, le stress, etc. Nous utilisons ce modèle des soins développementaux pour nouveau-nés axés sur la famille ou IFCDC en anglais, qui sont organisés autour de la dignité, le respect, le partage des informations, la participation et la collaboration. Et quand on applique cette mentalité avant la naissance, pendant l'accouchement à l'hôpital et aussi après la sortie de l'hôpital, c'est essentiel. Ce sont les mêmes principes sur ce continuum. Et j'aimerais creuser un tout petit peu dans les éléments de ces soins IFCDC que vous pouvez voir sur ce graphique qui ressemble à une fleur. Et chacun est important pendant, quand on est à l'hôpital et après la sortie de l'hôpital. Tout d'abord, après la sortie de l'hôpital, on va créer un environnement propice au développement des nouveau-nés et on va commencer ça à l'hôpital et continuer après la sortie de l'hôpital. Deuxièmement, fournir des soins attentifs pour les nouveau-nés malades et de petits poids. Encore une fois, on commence à l'hôpital et on continue après la sortie de l'hôpital. Et troisièmement, renforcer le système de santé. On pense aux soins de suivi dont le bébé individuel spécifique aura besoin ou dont il profiterait. Deuxièmement, comment est-ce que nous pouvons créer ces environnements propices au développement de l'enfant, ces environnements attentifs? Encore une fois, dans notre briefing thématique, nous avons cette image qui est adaptée de la Fondation européenne pour les soins des nouveau-nés. Et en haut, vous avez l'éducation et la formation pour les soins développementaux pour nouveau-nés axés sur la famille. Il est important que tous les membres de l'équipe comprennent les principes de ces soins IFCDC. Et puis, il y a 8 normes que vous pouvez voir sur cette image. Chaque norme est importante pendant l'hospitalisation, mais il y a des besoins après la sortie de l'hôpital aussi dans chacune de ces 8 catégories. Et il faut penser à des soins après la sortie de l'hôpital pour garantir la continuité des soins. Et nous avons beaucoup pensé à comment on peut faciliter cette transition de l'hôpital à la maison. Si la famille est impliquée dans les soins pendant l'hospitalisation, on peut renforcer leurs compétences et leur confiance pour assurer une continuité de soins à domicile après la sortie de l'hôpital. Mais chaque bébé est un individu qui a ses propres besoins. Et il est important de penser à cette individualité et le suivi adapté qui sera nécessaire. Et on va collaborer avec la famille autour des décisions. Et avant la sortie de l'hôpital, les parents doivent avoir la confiance qu'ils vont pouvoir fournir ces soins routiniers, même s'ils veulent rentrer chez eux. Parfois, on rentre chez soi et quand on est la personne responsable, on se rend compte qu'on n'avait pas tous les outils dont on avait besoin. Parce que le soutien de la famille est crucial. C'est beaucoup de travail, s'occuper d'un nouveau-né, surtout si le nouveau-né avait été malade, a été hospitalisé. Donc, il faut créer toute une structure autour de la famille, autour de la maman, du papa, pour garantir la continuité des soins pour le bébé. En 2023, une série a été publiée dans le Lancet, une revue médicale, et nous avons beaucoup appris de cette série d'articles. Dans ma pratique personnelle, je posais toujours la question à la mère. Eh bien, vous allez bien avec l'allaitement à l'hôpital, mais quand vous rentrez chez vous, peut-être on va vous dire, ah, votre bébé est toujours tout petit.
pourquoi est-ce que vous n'allaitez pas davantage l'enfant? Et je posais la question à des mères, qu'est-ce que vous allez dire à ces personnes? Et les mamans me disaient souvent, eh bien, je vais dire, ou elles ne savaient pas quoi dire. Parfois, il y a un marketing très agressif autour des laits infantiles commerciaux. Donc, c'est un autre domaine où il faut préparer les mamans et les papas avant la sortie de l'hôpital. Les préparer pour cet environnement où ils vont être tiraillés entre les différents messages commerciaux qui veulent leur faire penser que l'allaitement n'est pas suffisant. Souvent, quand un enfant pleure beaucoup, cela peut pousser la famille à passer au lait infantile, mais les pleurs peuvent indiquer d'autres choses. Cela ne veut pas dire forcément que l'enfant a toujours faim. Ici, vous avez une citation d'une collègue qui a travaillé avec nous, une collègue suédoise. C'est quelque chose de très sage. Ce que vous faites souvent, vous devenez doué à cette chose. Donc, quand nous pensons à cela et à la sortie de l'hôpital, et quand nous parlons de tous les aspects des soins qui sont nécessaires, il faut s'entraîner pour devenir compétent, n'est-ce pas? Et peu importe là où on est dans le monde, c'est vrai. Vous pouvez voir cela dans les images. Donc oui, quand on s'entraîne, on développe ses compétences. Donc on doit développer les compétences de la famille avant la sortie de l'hôpital. Dans notre briefing thématique, nous avons des exemples de plusieurs pays où on peut lire de comment, dans ces contextes, on peut garantir une continuité des soins attentifs. Et on va entendre d'autres exemples aujourd'hui, mais je vous indique que vous pouvez lire ces exemples aussi. Et je voulais aussi mettre en exergue quelques autres ressources qui pourraient vous être utiles. Il y a tout un document qui partage ces ressources. Et si vous voyez les cercles en vert à droite, ces soins attentifs, cela comprenne les politiques, les services, les communautés, les capacités. Donc, il faut penser de façon transversale à travers toutes ces couches interdisciplinaires si on veut fournir des soins attentifs vraiment compréhensifs, complets. Et puis, nous avons aussi notre guide pratique. C'est une ressource très utile. Et je vous indique ici quelques chapitres sur le renforcement des soins, la planification, on en a déjà parlé. Et puis, il y a des questions qu'on peut poser. Est-ce que vous avez appris les compétences dont vous aurez besoin pour prendre soin de votre nouveau-né? Votre enfant va continuer à apprendre de nouvelles compétences en fonction de son énergie, en fonction de son guérison après une maladie. Et des questions pratiques. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et quand? Quand on rentre à la maison, on devient très occupé très facilement. Et dans la boîte en bas, vous avez comment soutenir le bien-être des soignants. C'est quelque chose de très stressant de prendre soin d'un enfant qui est malade. Et après la sortie de l'hôpital, on peut être vraiment fatigué chez les soignants. Donc, il y a quelques questions pratiques sur le bien-être de ces aidants et de ces soignants. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas où on ne sait pas la meilleure façon de les réaliser. Comment améliorer ou réduire la séparation pendant l'hospitalisation. Dans un article récent, on a indiqué que au Malawi et en Tanzanie, pendant l'hospitalisation, les mères et les enfants étaient séparés pendant un tiers du temps qu'ils ont passé à l'hôpital. Il y a aussi quelques références sur comment soutenir l'éducation des parents. Nous savons que c'est important, mais quelle est la meilleure façon, la façon la plus efficace de réaliser cette éducation? Et le dernier lien ici, c'est sur comment identifier et renforcer les liens entre la santé et la nutrition. Nous savons que quand les nouveau-nés sortent de l'hôpital, ils sont vulnérables à la malnutrition. Donc, c'est un article sur la gestion de ce risque et quelques ressources vraiment holistiques sur le bien-être des soignants et aussi sur la santé et la nutrition.
Donc, dans quelques minutes, je vous ai parlé de la définition des soins attentifs, comment créer des environnements propices pour le développement de l'enfant après la sortie de l'hôpital. Et je vais conclure avec cette diapo encore une fois. Je sais que nous sommes tous convaincus que les soins des nouveau-nés, c'est une opportunité unique dans la vie pour aider le nouveau-né à survivre et à s'épanouir, et ça crée des avantages pour la famille et la communauté. Euh, et j'insiste sur le continuum des soins attentifs. Merci beaucoup pour votre attention et je donne la parole maintenant au docteur Vivek Virendra Singh. À vous, vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous voyez mes diapos? Oui, oui, on voit vos diapos. Très bien. Merci à l'équipe de Next 360. Et dans 8 minutes seulement, je vais vous parler de mon travail. Je suis spécialiste de la santé avec une équipe pays et je suis aussi le chef de la santé pour l'UNICEF et je suis responsable pour cette portefeuille en Inde. Donc, dans les 8 minutes à venir, maintenant que nous avons compris le cadre des soins attentifs ou enrichissants, j'aimerais vous parler de ce qu'un pays peut faire pour mettre en œuvre ses objectifs. Une présentation rapide de la mortalité des nouveau-nés en Inde. Vous voyez ici la diversité des contextes dans notre pays. Nous avons un État avec un taux de mortalité de 2 et aussi un État où ce taux est de 30 000. Donc, et c'est une question de capacité des systèmes. Nous avons 27 millions dans le cohorte, d'enfants dans le cohorte que nous avons identifié. Et si vous avez les tendances pour les différents États dans le pays et vous voyez 3 différents groupes euh, 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 de ces États. Et pourquoi est-ce que c'est important? Pour que les enfants puissent survivre et s'épanouir, les pays doivent améliorer les systèmes. On se focalise trop sur l'épanouissement, mais il faut aussi penser à la survie. Et quand l'Inde a développé son plan d'action pour les nouveau-nés, c'était le 6e pilier, comme vous voyez à droite. C'est les soins au-delà de la survie. Donc, on a commencé avec l'avant-conception et les soins anténataux, passant par tous ces piliers, ces domaines, mais aujourd'hui, on parle du 6e pilier, les soins au-delà de la survie. Et ce n'est pas seulement les soins après la sortie de l'hôpital, mais aussi les soins pour les enfants qui sont nés à la maison, par exemple. Et donc, quand je vous parle des soins après la sortie de l'hôpital, ce n'est pas forcément un hôpital qui est en question. Aujourd'hui, nous avons 1,2 million de bébés qui sortent de l'hôpital chaque année et tous ces records médicaux, tous les documents médicaux sont enregistrés dans un système informatique dédié. Et nous faisons le suivi. Donc, nous avons ces 1,2 million de bébés au total qui n'ont pas dû être hospitalisés et nous allons aussi faciliter le dépistage des grandes maladies au niveau de la communauté et aussi les services nutritionnels sont fournis dans la langue locale et il y a un dépistage entre les âges de 6 semaines et de 6 ans pour les 4D.
et puis le dépistage à l'école pour les enfants plus âgés. Donc, quand on pense au continuum des soins, nous voulons faciliter le suivi avec notre système de suivi SNCU et fournir une certaine sécurité pour que les familles reviennent pour suivre des soins additionnels. Et il y a aussi des soins offerts à domicile et il y a des soins pour les jeunes enfants à domicile qui nous voulons renforcer les capacités des familles et des agents de terrain pour faciliter le développement de ces enfants. Et puis, nous avons un programme de bien-être pour les enfants qui va de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans et ce programme est fourni à travers les écoles. Avec ces bébés qui sortent de l'hôpital et qui font partie du système informatique SNCU, on peut utiliser ces données pour évaluer le risque d'un bébé donné. Disons qu'il y a 79% des nouveau-nés dans un certain état qui ont reçu au moins une visite de suivi à un centre médical. Voilà, c'est le type d'information, de données qui est disponible. Et au moment de l'enregistrement, les familles, les bébés sont connectés avec un certain centre médical et un certain numéro de téléphone pour faire le suivi. Avec le système informatique, on peut suivre le nombre d'enfants qui font une visite de suivi à l'hôpital ou à la maison. Le taux est d'environ un tiers, d'une quart à un tiers qui ont une visite de suivi, mais quand les enfants se portent mieux, on ne fait plus les visites de suivi, on ne répond plus à nos contacts. Parfois, c'est une question de manque de ressources qui empêche l'accès et c'est là que l'État essaie d'intervenir. Ici, vous avez le modèle des soins pour les nouveau-nés dans notre pays au cours des 10 dernières années. Et donc, il y a un contact une fois tous les 18 mois et il y a les visites à la maison entre 6 ou 7 et aussi des visites de suivi dans un centre de santé pour les nouveau-nés vulnérables. Et les familles sont payées pour venir faire ces visites de suivi. Et si vous ajoutez ça, c'est environ 12 visites au total. Et puis, à 6 mois, il y a la possibilité d'un arrêt de croissance. Et donc, il y a 5 visites à la maison, à domicile additionnelles à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc. Et il y a aussi d'autres visites, d'autres contacts autour de la nutrition, l'immunisation. Donc, au total, il y a entre 5 et 30 contacts planifiés avec le système de santé. Et les soins pour les nouveau-nés à domicile, il y a un conseil, une visite conseillée dès la 3e journée de vie. Et voilà les services que l'agent de terrain peut fournir aux nouveau-nés à travers ce programme. Et puis, il y a environ 1 million de ces activités sociales accréditées. Et il y a les services tels que les soins postpartum et mettre les mères en contact avec les différents programmes de protection sociale, le soutien pour l'allaitement, les soins pour les nouveau-nés, le bien-être de la famille et dépistage précoce d'autres problèmes. Et voilà, ici, vous avez quelques objectifs de ce programme. Comment atteindre les gens qui n'ont pas encore été atteints, c'est le slogan. Et puis, tous ces programmes sont suivis. Comment? Il y a un système informatique pour les soins des nouveau-nés à domicile et
Ici, vous avez les données de notre rapport. Il y avait 0,65 millions de nouveau-nés malades qui ont été mis en contact avec le système de santé pour différentes raisons. Et puis, nous avons les lignes directrices pour les visites à domicile. Donc, les soins pour les jeunes enfants à domicile. Et voilà, c'est pour les enfants qui sont classifiés nouveau-nés malades et de petits poids et en moins de 5 ans. C'est une population spécifique que nous ciblons. Et les agents accrédités vont vérifier lors de la visite qu'on continue avec l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois et on crée une connexion avec une carte visuelle qui utilise des images pour expliquer des pratiques conseillées et qui indique quels sont les jalons normaux que l'enfant devrait atteindre à quel âge et quand il faut aller demander des soins ou demander une consultation si l'enfant n'atteint pas les jalons. Donc, c'est une technique de communication très claire qui utilise non seulement les paroles, mais aussi les images. Et bien sûr, on fait la promotion des pratiques d'hygiène et les agents de terrain font déjà beaucoup, mais ce programme des soins pour les nouveau-nés a déjà été établi sur 90% des districts au niveau du pays. Et cela continue pour les 4 défis qu'on essaie d'identifier avec les dépistages spécifiques. Et nous avons des centres au niveau de chaque district qui sont des centres d'intervention précoce des districts qui font le suivi des enfants qui sortent des hôpitaux. Et il y a au-delà de 199 millions d'enfants qui ont été évalués par ce système. Et on a identifié 15,5 millions d'enfants qui souffrent d'un de ces 4D avec des références pour 11,8 millions d'enfants, etc., etc. Et le pays essaie aussi d'utiliser la technologie numérique autant que possible pour aider, pour protéger ces nouveau-nés à risque. Et il y a une appli qui, dès la naissance de l'enfant, met la famille en contact avec les différents services qui sont disponibles. J'aimerais conclure en soulignant certaines pratiques au niveau des États. En Inde, de différents États font face aux différents problèmes. Je vous ai parlé des taux de mortalité qui allaient de 2 à 32 000, mais nous faisons un dépistage métabolique, pas seulement visuel. On fait un dépistage de l'oxymétrie du pouls. Et donc, dans les États qui ont la capacité, on peut poursuivre ces dépistages plutôt poussés. Et il y a 6 États sur les 29 au total qui ont la capacité de le faire et qui sont en train de le faire. Mais dans les États avec de grandes populations, il y avait 13% de moins de nouveau-nés malades identifiés par les achats, par les agents de terrain et presque 16% des admissions totales aux unités des soins intensifs étaient dues aux références d'un agent de terrain. Et on continue avec les dépistages des 4D en fonction du triage qu'on peut faire. On va les envoyer soit dans un hôpital local, régional, etc. Et comme j'ai dit, on utilise la technologie mobile et numérique comme des groupes WhatsApp pour les familles et les aidants, les soignants. Et on utilise ces groupes pour suivre les visites, les consultations. Et il y a un lien
direct avec l'appli pour suivre les nouveau-nés à risque. Dans un autre État, on a le conseil à distance pour améliorer le suivi des nouveau-nés qui quittent l'usine. Et donc, on identifie les nouveau-nés à risque et on assure le suivi. Aussi, comme j'ai dit, il faut commencer le peau contre la peau immédiatement et aussi avec l'allaitement. Donc, on crée des liens avec les organisations professionnelles telles qu'une association qui a 40 000 membres et organise régulièrement un forum et travaille avec le secteur public sur les soins attentifs pour les nouveau-nés pour faire avancer ces objectifs. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole, ou j'arrête de partager mon écran et je donne la parole à Béatrice qui va nous parler du programme Hospital to Home de l'hôpital à domicile dans 3 districts de l'Ouganda central. Oui, merci beaucoup Vivek pour votre présentation. Je m'appelle Béatrice Nyonchaba et je suis la responsable pour la recherche, le suivi et l'évaluation en Ouganda. On nous a demandé de partager un résumé avec vous aujourd'hui de notre programme Hospital to Home, de l'hôpital à domicile. Toutes les familles méritent un accès aux soins de qualité, peu importe où ils habitent. Au cours des 5 dernières années, nous avons fourni des soins de qualité aux femmes, aux nouveau-nés, dans les hôpitaux et aussi dans leur communauté, une fois rentrés à la maison. En 1998, nous avons créé un partenariat avec l'hôpital Jiwoko dans un district de la province centrale de l'Ouganda. Ensemble, nous avons ouvert la première unité des soins intensifs néonataux et nous avons commencé en 2010 d'augmenter la capacité pour sauver la vie à plus d'enfants. Nous avons investi dans le personnel, dans l'infrastructure et dans la formation et dans les équipements. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé de l'Ouganda reconnaît cet hôpital comme un centre d'excellence pour les soins pour les nouveau-nés. Cependant, il y a des défis importants pour les parents et les familles des nouveau-nés à risque dans les pays tels que l'Ouganda, tels qu'un manque de financement, un manque de transport, etc. Et ces défis, qu'est-ce que c'est le résultat? Les parents ne viennent pas pour les visites de suivi à l'hôpital. Après avoir identifié cette lacune, notre programme a décidé de travailler pour mieux soutenir les nouveau-nés malades et de petits poids et à l'hôpital et à la maison. Hospital to Home de l'hôpital à domicile a été développé pour renforcer les processus de sortie de l'hôpital. On fournit de la sensibilisation, on renforce les pratiques d'allaitement exclusif et encourage le bon développement du cerveau de l'enfant. On fournit aussi un soutien vigilant aux familles pendant 6 mois après la sortie de l'hôpital avec une visite prévue à 9 mois. Tous ces soins sont fournis par 120 professionnels de la santé engagés. Quand un enfant va sortir de l'unité des soins intensifs néonataux, il y a un professionnel de la santé qui va être chargé de faire le suivi avec la famille. Les agents de santé communautaire
sont organisés en groupe de 10 à 12 et il y a un sage-femme communautaire qui supervise ce groupe et va coordonner ses actions. En 2019, Adara a mené une étude de recherche pour évaluer la faisabilité, l'acceptabilité et l'efficacité précoce de ce programme Hospital to Home. C'était une recherche qualitative et quantitative. Nous avons mené des entretiens avec les familles et avec le personnel et aussi les soignants et les agents de santé communautaire après la mise en œuvre du programme. Ces entretiens ont été complémentés par les données quantitatives pour évaluer les améliorations dans la santé, la croissance et la nutrition dans les nouveau-nés à 6 mois et à l'âge d'1 an. Les données quantitatives nous ont montré qu'on a réduit le taux de gros problèmes à l'âge de 6 mois. Aussi, les enfants qui ont reçu ces soins avaient des taux élevés d'allaitement exclusif et d'une vaccination complète à l'âge de 6 mois. Ces résultats, nous en étions très contents et ce programme focalise sur les soins axés sur la famille. Je donne maintenant la parole à ma collègue Hilda qui va nous parler des éléments de ces soins et d'autres résultats de notre programme. Merci beaucoup, Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hilda et je travaille avec Adara où je travaille comme formatrice technique. Nous nous focalisons sur l'engagement et la sensibilisation de la famille. On les implique dans nos conversations autour du bébé et on encourage les mères et les enfants d'être ensemble autant que possible. Nous intégrons les aidants et les soignants dans les décisions autour de la santé de l'enfant et cela crée et renforce une meilleure relation entre les personnels de l'hôpital et la famille. L'approche axée sur la famille comprend un programme d'éducation et de formation compréhensive qui prépare la famille pour soigner son enfant à la maison et on encourage des pratiques telles que l'allaitement, la prévention des infections et le développement de l'enfant. Et à partir des entretiens avec les familles, les agents de santé communautaire et le personnel de l'hôpital, ont tous souligné l'importance de l'implication de la famille dans les soins pour les nouveau-nés. Et le programme a créé des changements transformatifs au sein de l'unité. Dans le passé, la famille n'était pas inclue dans la discussion autour des soins pour l'enfant. Mais notre programme a encouragé le personnel à passer plus de temps avec chaque membre de la famille pour mieux comprendre le contexte familial et l'environnement à domicile. Nous avons aussi organisé des séances individuelles de formation et ça a augmenté l'engagement de ces familles. Les familles et les membres des communautés nous ont indiqué que la survie et l'épanouissement des enfants a augmenté. En Ouganda, il y a certaines cultures qui pensent que les bébés ne vont pas survivre si on ne fait pas certaines choses. Mais nous avons décidé d'impliquer les pères dans ces conversations à l'hôpital et à domicile. Et cela a amélioré la priorisation des familles de la santé de leurs enfants. Les agents de santé communautaire ont aussi un rôle essentiel à jouer pour soutenir les familles et aussi le personnel de l'hôpital. Le personnel de l'hôpital disait que c'était important d'avoir quelqu'un de la communauté qui pourrait fournir des soins de suivi pour les nouveau-nés malades et de petits pois. L'étude a démontré que pour les familles, les visites ont renforcé la confiance et a réduit
anxiété des parents et les ont permis de poser des questions. Et les agents de santé communautaire ont continué l'éducation et la sensibilisation des parents sur les sujets tels que l'immunisation, le développement du jeune enfant et quand il faut demander des soins supplémentaires. Nos agents de santé communautaire ont été formés pour identifier les bébés qui montrent des signes des lacunes dans le développement et cela facilite la prise en charge et le traitement précoce. Et dans la prochaine présentation, vous allez entendre davantage sur un programme semblable. À vous, Béatrice. Merci beaucoup. Puisque le début du programme en 2019, environ 3500 enfants ont participé au programme. Et nous avons aujourd'hui un document qui est disponible sur Internet, un document gratuit qui vise les professionnels de la santé qui n'ont pas beaucoup de ressources, mais qui veulent réduire le risque de mortalité pour les nouveau-nés. C'est un guide pour les autres centres de santé pour créer leur propre programme Hospital to Home. Il y a les informations sur la formation et des modèles pour les rapports. Et nous allons continuer avec le ministère de la Santé pour élargir le programme dans le contexte public. Il est donc essentiel que les nouveau-nés malades et de petits pois reçoivent un soin de qualité à l'hôpital et aussi après la sortie de l'hôpital et que les parents soient impliqués dans la fourniture de ces soins. En impliquant les parents, on peut renforcer leur confiance et on peut leur montrer qu'ils sont soutenus dans les soins dans les soins des enfants. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'invite maintenant Rachel Lassman à prendre la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Hilda et Béatrice, pour votre présentation. Je m'appelle Rachel Lassman. Je suis thérapeute occupationnel formé au Royaume-Uni, mais j'habite et je travaille en Ouganda. Je suis basé ici depuis 10 ans déjà. Merci beaucoup pour cette opportunité de partager mon programme avec vous aujourd'hui, le programme Baby Ubuntu. C'est un programme de soutien pour les enfants avec les handicaps développementaux et leurs familles. Comme vous savez, les nouveau-nés malades et de petits pois sont à un risque élevé de développer un tel handicap développemental. Et beaucoup de ces enfants habitent dans les pays pauvres et de revenus moyens. Donc, il est très important de prendre ces enfants en charge après la sortie de l'hôpital. Le risque est très élevé et l'accès aux services de réhabilitation est limité. Donc, qu'est-ce que c'est Baby Ubuntu? C'est un programme de 11 modules, un programme participatoire qui est facilité par les professionnels de la santé et les parents experts, les parents qui sont déjà parents d'enfants avec handicap, en situation de handicap. Et nous promouvons l'inclusion et la participation. Nous maximisons le potentiel développemental de l'enfant et aussi sa santé, sa qualité de vie. Et nous promouvons l'autonomisation des parents à travers, ou les gardiens à travers le partage des informations et le soutien entre les pairs. Et nous réduisons les stigmatismes et nous valorisons les droits humains. Le programme a été développé en 2015 en Ouganda après une étude et en consultation avec un panel d'experts et avec les parents à tous les niveaux pendant l'élaboration et l'essai pilote du contenu du programme. Le programme est disponible sur notre site web que vous voyez ici. Je vais aussi le mettre dans la boîte à discussion si vous voulez y accéder. Et ça fait partie du hub Ubuntu. Ubuntu veut dire l'humanité envers les autres en langue Zulu. Il y a deux autres programmes Ubuntu, un programme pour les enfants ayant de 2 à 11 ans avec les handicaps développementaux. Et puis, vous avez Bébé Ubuntu qui vise les enfants entre 0 et 3 ans. Et Juntos qui vise les enfants qui souffrent du syndrome de Zika.
Dans notre hub, nous organisons des webinaires réguliers pour faciliter l'apprentissage partagé. Et donc, qu'est-ce que c'est le contenu du programme? Et je vais utiliser des images pour vous démontrer cela. Le groupe est participatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de quelque chose, on le fait en même temps. Donc, comme vous voyez sur ces images, nous travaillons sur la compréhension des handicaps et du développement, le positionnement. Comme vous voyez, vous avez un petit bébé ici qui s'entraîne à lever la tête et aussi ces petits enfants qui s'entraînent à s'asseoir. Vous avez ici le père qui donne à manger à sa petite et aussi les jeux et la stimulation et comment lutter contre les stigmatismes. Comme vous pouvez voir, ces groupes sont très actifs, ludiques et les enfants sont toujours au cœur de ces séances. Donc, la boîte à outils Baby Ubuntu, qu'est-ce que cela comprend? Il y a le manuel qui est disponible gratuitement sur Internet. On fournit aussi un accès à notre plateforme d'apprentissage partagé et des webinaires réguliers. Nous avons aussi développé une série de formations pour aider de nouveaux partenaires de mise en œuvre dans leur travail. Nous avons un atelier de 3 jours de lancement, aussi une formation de 3 jours, une formation des formateurs pour développer la maîtrise, l'expertise, et aussi une formation de 5 jours pour les facilitateurs qui vont fournir, qui vont livrer ce programme. Et après tous ces programmes, il y a un mentorat et un soutien continu. Nous sommes aussi en train de développer une appli pour les tablettes pour ajouter plus de contenu, plus d'éléments audiovisuels pour améliorer la livraison de notre programme. Aujourd'hui, depuis 2015, nous avons pu atteindre 963 familles à travers l'Afrique de l'Est grâce au soutien de nos partenaires de mise en œuvre. Nous avons aujourd'hui 34 formateurs experts et 188 facilitateurs de groupe. Et Adara, c'est un de nos partenaires de mise en œuvre et nous travaillons avec cette association depuis 2018. Aujourd'hui, nous voulons élargir notre couverture au-delà de l'Afrique de l'Est. Il y a un programme en train d'adaptation à Fidji pour les prémis à risque élevé et l'Université de Melbourne en Australie a adapté le programme pour les contextes humanitaires tels qu'on trouve en Afghanistan. Nous travaillons aussi sur l'adaptation du programme pour le contexte du Royaume-Uni. Nous avons toute une portefeuille d'évidence derrière nos approches. Il y a eu une étude de faisabilité, une étude pilote qui a de méthode mixte pour évaluer la mise en œuvre du programme au Rwanda et en Ouganda. Dans cette évaluation de méthode mixte et dans nos essais de pilote, nous avons utilisé un indice, une module de qualité de vie pédiatrique et nous avons évalué la qualité de vie avant et après une intervention donnée. Et nous avons vu une amélioration d'entre 15 et 20% dans la qualité de vie. La plupart des aidants ont indiqué une amélioration des compétences et une réduction des stigmatismes. Ensuite, nous avons mené une autre étude qui a visé la faisabilité et l'acceptabilité. Et nous avons travaillé avec 126 enfants à Kampala. Et les premiers indices n'ont pas montré une évolution quantitative dans la qualité de vie de ces enfants, mais au niveau qualitatif, nous avons eu beaucoup d'informations riches sur l'impact du programme, surtout l'amélioration des compétences et de la confiance. Et nous allons bientôt lancer une évaluation plus large au Rwanda. Ici, vous avez quelques citations de nos parents.
qui parle beaucoup. La formation m'a aidé à mieux comprendre ma situation. Je ne pense plus à abandonner mon enfant. Sa vie a amélioré. Je ne ressens plus stressé ou triste. Nous avions peur. Nous pensions que ces enfants étaient des enfants superflus, gaspillés. Mais nous avons beaucoup appris et cela nous a donné de la force et nous savons que la vie pour nos enfants va améliorer. Donc, qu'est-ce que qu'avons-nous appris? Et je vais aller rapidement parce que le temps est limité, mais il y a une demande énorme pour ces programmes pour les enfants avec les délais développementaux. Et il faut mieux intégrer ces programmes dans les systèmes de santé communautaire. Et je pense que l'intégration avec Adara et l'hôpital communautaire, c'est un très bon exemple. Nous savons que l'implication de la famille et surtout des pères est quelque chose d'essentiel pour la réussite de ces groupes. Nous savons que la pauvreté, c'est une grande entrave et nous travaillons sur l'intégration des éléments de mode de vie ou pour résoudre ce problème. Nous savons qu'il est important de développer les capacités des systèmes de santé et des personnels. Qu'est-ce que nous voulons voir à l'avenir? Notre vision, c'est que nous voulons créer une approche intégrée aux délais développementaux et aux handicaps qui est harmonisé avec les systèmes gouvernementaux. Nous voulons transformer l'inclusion sociale pour ces enfants et leurs familles et nous voulons que le programme soit durable avec beaucoup de fidélité. Et le programme doit aussi être accessible et adaptable à plusieurs contextes culturels et géographiques. Baby Ubuntu, c'est un programme communautaire co-facilité par les parents experts qui fournit une solution à bas coût pour mieux soigner les nouveau-nés malades et à risque élevé. Nos études ont montré que cette approche est acceptable dans les zones rurales et urbaines de l'Ouganda et il faut intégrer les approches telles que Baby Ubuntu dans les systèmes de santé gouvernementaux. Il y a certains obstacles tels que les stigmatismes, les capacités des systèmes de santé, etc. Mais nous sommes en train de travailler sur tous ces problèmes. Et un grand merci pour cette opportunité encore une fois. Un grand merci à tous mes collègues, tous mes collaborateurs qui ont travaillé sur la recherche et le développement de ce programme. Merci beaucoup. Un grand merci à tous nos panélistes. J'espère que tout le monde a pu beaucoup apprendre dans ce séminaire interactif. Je pense qu'on a déjà pu répondre à la plupart des questions dans la boîte questions-réponses. Je ne vois pas de questions qui n'ont pas eu de réponse. Mita, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre? Je ne vois rien. Euh, oui, il y a 4 questions mais nous n'avons que 5 minutes pour y répondre. Si nous n'avions pas à répondre à toutes vos questions dans le cadre de la séance, on va vous envoyer des réponses par email. Oui. Donc, je pense qu'on a répondu plus ou moins à toutes vos questions, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser maintenant. On va essayer d'y répondre en live, mais oui, oui, si je peux ajouter, beaucoup des questions que nous avons reçues par exemple, la question de Nathalie Chapak ou John Wanena sont des questions sur les ressources. Et oui, on vous invite à partager vos ressources aussi. Si vous avez des ressources pertinentes, dites-le nous, s'il vous plaît. Nous voulons faciliter le partage de ces ressources. Est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes qui ne peuvent pas attendre demain, qui ne peuvent pas attendre jusqu'à demain pour une réponse? Nous avons 1 minute ou 2 seulement qui nous restent. Non? Un dernier commentaire des panélistes, peut-être? Rachel, on commence avec vous.
Non, je n'ai plus rien à ajouter, mais merci encore une fois. Merci pour toutes les présentations et toutes les informations. Et Baby Ubuntu, vous avez un dernier mot à ajouter? Béatrice, Hilda? Oui, merci beaucoup. Nous n'avons pas de questions pour le moment, mais nous avons hâte de partager des ressources avec tout le monde et de voir ce que mes collègues ont à partager. Oui, je suis très reconnaissante de cette opportunité que vous nous avez donnée de partager notre expérience et j'encourage tous les centres de santé de suivre une approche axée sur la famille, surtout pour les soins pour les nouveau-nés. Oui, oui, c'est la façon de faire. De l'Inde, dernier mot, dernier commentaire, Dr Vivek, un grand merci. Une leçon à tirer de notre expérience ici en Inde, c'est il faut déployer une approche inclusive. Il faut se focaliser sur les gardiens, les parents de ces nouveau-nés malades et de petits pois qui sont vulnérables. Et les stratégies peuvent évaluer en fonction de ce que nous apprenons. Et nous formons notre personnel sur le CD inclusif et les agents de terrain, nous les formons pour mieux soutenir ce groupe de nouveau-nés spécial qui a des besoins spéciaux et spécifiques par rapport aux autres nouveau-nés. Merci beaucoup. Docteur Louise, vous avez eu le premier mot et vous avez maintenant le dernier mot. Un grand merci encore une fois. C'est un plaisir de voir un si grand nombre d'exemples concrets de la mise en œuvre de ces approches partout dans le monde. Mais donc, félicitations à toutes et à tous. Un grand merci à toutes et à tous. Et s'il vous plaît, notre prochain séminaire, c'est sur les dispositifs médicaux. On va organiser le webinaire pour le 25 juillet et on va parler davantage des dispositifs médicaux. Bien sûr, les nouveau-nés malades et de petits pois ont besoin des dispositifs médicaux adaptés et on va en parler dans le webinaire suivant. On espère vous revoir à cette date-là. Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Merci Mita. Merci à tous les, les participants. Merci à l'interprète. Même si je ne parle pas français, j'apprécie beaucoup qu'il y a eu une interprétation vers le français. Un grand merci à toutes et à tous. Merci, merci et au revoir. Merci, merci surtout à Mita et à tous nos panélistes. Merci. Merci de votre participation.